Marine Simonet, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi qui vous remercie. Nous allons commencer par une question de Valentine. Valentine aimerait savoir si vous avez peur d'être mal aimé ou attaqué parce que vous faites de la politique. Peur, non. J'ai vu effectivement au fil des années une dégradation des attaques, des insultes. Pas forcément un cas particulier, mon cas particulier, mais je l'ai vu progresser ces dernières années, et notamment avec les réseaux sociaux. Je pense que les femmes en particulier ont subi des attaques sexistes. Et là, pour le coup, c'est pas récent. Il a toujours fallu pour les femmes démontrer qu'on était deux fois plus compétentes. Mais c'est vrai que les insultes sont inadmissibles, et je pense que ça ne sert pas la démocratie dans tout ce qu'on y voit. Un débat démocratique et notamment en politique est on ne peut plus nécessaire. Je crois que c'était pas ni réfléchi ni une ambition, comme d'autres peuvent en avoir. J'ai regardé très tôt les émissions politiques à la télé avec mon papa. Je regardais ces émissions politiques et je regardais ces hommes politiques parce que c'était beaucoup d'hommes quand j'étais petite et adolescente. Et peut-être que ce chemin s'est installé dans ma tête. Et puis faire de la politique, c'est aussi grâce à des rencontres. Et c'est aussi un engagement et puis un tempérament de m'apercevoir qu'il y avait de grandes inégalités. Je crois avoir été plutôt protégée dans mon enfance avec une famille aimante dans une petite ville de province. Et quand je suis arrivée à Paris, là, il y a eu un choc de ma part de voir des gens qui dormaient dans la rue, de voir une diversité de population, et notamment on le voit bien sur les arrondissements de Paris, des arrondissements plutôt favorisés et des arrondissements plutôt extrêmement défavorisés. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose dont je n'avais pas extrêmement conscience quand j'étais adolescente. Et cette prise de conscience et des rencontres m'ont donné le goût, non pas d'être élue tout de suite, mais de militer. Et je trouve que le mot de militantisme et d'être une militante, c'est quelque chose qui m'a tout de suite animée et de pouvoir défendre justement mes convictions. J'ai plutôt envie de revenir sur des personnalités qui malheureusement ne sont plus là et qui ont aussi forgé mon destin et qui ne sont pas forcément du même bord politique que moi. S'il y a un combat de militante que j'ai mené très tôt, c'est effectivement sur l'égalité entre les femmes et les hommes, dans toutes leurs dimensions. Et cette femme politique qui m'a forcément marquée quand j'étais jeune, c'est Simone Veil, l'incontournable Simone Veil, avec le parcours qu'on lui connaît, avec cette persévérance, avec cette volonté absolue de défendre bien évidemment sa loi pour l'avortement et pour la liberté des corps des femmes. J'ai lu ses livres, elle figure en bonne place dans ma bibliothèque. Oui, et j'ai été, on parlait à l'instant de Simone Veil et de ma volonté de voir plus d'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai été présidente du Centre d'information pour le droit des femmes et des familles, le CIDFF, de Charente-Maritime. Donc c'est une association nationale avec des antennes départementales et différentes antennes aussi au sein de la Charente-Maritime, notamment à La Rochelle, où on est sur l'accès au droit, où on est sur l'accompagnement des violences, notamment infrafamiliales, sur l'accompagnement aussi des familles, sur le droit, sur l'accompagnement vers l'emploi. Donc voilà, ce sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Et puis j'ai été dans d'autres associations aussi, souvent à caractère social. J'ai dû faire, sur les 5 soirées, j'ai dû en faire 4 l'année dernière.
Et comme ça fait 31, 32 ans que je suis à La Rochelle, je pense que j'ai fait tous les ans les concerts des Francopholies, que ça soit dans la fosse, que ça soit dans les gradins. C'est un moment magique, hein, avec ce côté intergénérationnel du public, hein. Il y a souvent 3 générations au Franco, hein. Vous avez les enfants, les parents et les grands-parents. Et de pouvoir faire découvrir des chanteurs francophones, hein. Et effectivement, c'est les francopholies. On parle, j'entends que La Rochelle pourrait devenir la capitale française de la francophonie. Elle l'est déjà, et elle l'est déjà depuis 41 ans grâce à Jean-Louis Foulquier. J'ai toujours, et on me l'a transmis aussi, cette volonté du collectif, comme j'ai toujours fait des sports collectifs. Voilà, c'est quelque chose qui me ressemble. Et donc, la première des tâches, ça a été d'essayer de rassembler la gauche à La Rochelle, qui n'a pas été unie depuis 2008, hein, avec des partenaires, hein, que j'avais connus quand j'étais aux côtés de Maxime Bonneau pendant 2 mandats. Et donc d'aller naturellement vers ces partenaires qui ont accompagné Michel Crépeau et Maxime Bonneau, que sont les écologistes, hein, et le Parti communiste, et ma famille politique, le Parti socialiste. Et puis nous avons un petit quatrième, hein, en l'occurrence l'Assemblée du collectif citoyen, et là des citoyens qui ont envie aussi de s'engager et de construire et de mener un beau mandat pour les 7 années à venir. J'avais décidé depuis le départ de dire et de convaincre, nous voulons une campagne joyeuse. Je crois que c'est un moment humain extrêmement important. Menons une campagne joyeuse. Alors ce tram-train, il avait commencé à voir le jour, hein, justement, avec Maxime Bonneau, et en collaboration, parce que la ville toute seule ne peut pas le faire, en collaboration avec la communauté d'agglomération, avec le département, avec la région et avec l'État. Il a été fait cette liaison cadencée, Rochefort-La Rochelle, en passant par Châtelaillon, Étré, Angoulins. Il a été poursuivi, donc la gare SNCF de La Rochelle, jusqu'à la Porte Dauphine. Et je vous avoue que j'ai été étonnée que Jean-François Fontaine ne s'empare pas et ne continue pas ce beau projet structurant pour La Rochelle. On a eu tellement d'avance sur la mobilité à La Rochelle, les vélos jaunes, les voitures en temps partagé, les bus à haut niveau de service avec illico. Et là, ça s'est arrêté à la Porte Dauphine. Donc ma première pensée a été, il faut impérativement reprendre ce dossier et continuer de la Porte Dauphine jusqu'à la Palisse, en passant par le quartier de Saint-Maurice, la Rossignolette, tout proche de Mireuil et de Portneuf, jusqu'à la Palisse. Christophe Badcab évoque un RER beaucoup plus grand. Pourquoi pas? Déjà, je suis ravie qu'il reprenne aussi ce projet. Je pense qu'il faut être raisonnable. Oui, la vision Maran, Tonnet-Charente, etc., ça prendra 20 ans, 25 ans, 30 ans. La liaison que nous proposons, elle peut se faire. Si nous prenons ce dossier à bras-le-corps, elle peut se faire sur un mandat. Sur les spectacles et sur la culture en général. Il y a un certain nombre d'associations qui œuvrent, hein, et notamment, alors peut-être pas forcément dans les écoles maternelles et primaires, hein, et nous prenons dans notre programme extrêmement complet des résidences d'artistes pour les enfants, parce que l'acculturation à la culture, hein, dès le plus jeune âge, est effectivement nécessaire, parce qu'aujourd'hui, seule la culture et le sport favorisent grandement le rassemblement, la joie de partager des victoires, des concerts, toutes les cultures. Et quand je parle, moi, de culture, c'est des cultures. Il n'y a pas une culture. Et bien évidemment, elle est extrêmement importante pour les enfants qui vont continuer et cheminer dans leur choix culturel dès le plus jeune âge. Il y a beaucoup effectivement de spectacles dans les quartiers. Je crois que c'est encore notre force, même s'il y a une volonté, en tout cas pour nous, de fédérer et de coordonner différemment tous les acteurs culturels, quels qu'ils soient.
que ça soit les gros festivals qu'on connaît, le Festival du film, effectivement les Francopholies qu'on a cités, aussi des équipements tels que la Coursive, tels que le Centre national chorégraphique, tels que le Centre national des arts de la rue, mais il y a aussi beaucoup de petites compagnies, petits théâtres dans les quartiers de La Rochelle. Je pense à l'Horizon, à la Palisse, je pense à la fabrique du Vélodrome à Lafont. Il y a l'asile aussi du côté de Saint-Éloi. Nous avons une histoire culturelle très forte à La Rochelle. Et effectivement, je crois qu'il faut inciter les Rochelais à aller dans toutes les propositions qui sont faites. Et je n'ai pas cité également la Sirène à la Palisse, qui va s'agrandir d'une belle salle de plus de 2000 personnes. Et je crois que cette offre culturelle, elle n'est pas suffisamment sue. Je sais qu'il y a des Rochelais qui se disent que certains endroits culturels ne sont pas faits pour eux. Si, ils sont faits pour eux. Donc il y a cette volonté aussi pour notre équipe d'amener à la fois la culture vers eux, mais aussi de les inciter plus grandement à faire en sorte qu'ils aillent vers la culture. C'est une de nos grandes priorités. On a défini quelques grandes causes pour le mandat à venir, et celle-ci en fait partie. D'ailleurs, le deuxième grand chapitre de notre programme, c'est rassembler. Ça a fait partie de cette volonté de me présenter tête de liste avec encore une fois une équipe pour rassembler à nouveau les Rochelais. Combien de fois j'ai entendu des témoignages, quel que soit l'endroit, au marché de la Palisse, on me dit La Rochelle n'est plus fait pour nous. Dans un autre quartier, La Rochelle, on n'est plus considéré. D'autres, liés à des problématiques notamment de logement, on va être obligé de quitter La Rochelle. Cette volonté de rassembler les Rochelais, de les faire aller d'un quartier à un autre pour empêcher un repli sur soi qu'on connaît dans d'autres villes, parce que la situation internationale, on la connaît, la situation nationale, on la connaît aussi, et que ce repli sur soi, c'est pas l'histoire de La Rochelle, c'est pas l'histoire des quartiers. Chaque quartier a des spécificités ici, mais elle n'est faite que par des habitants et des habitantes, et c'est comment on arrive à faire en sorte à nouveau que les Rochelais puissent se rassembler. Et c'est la raison pour laquelle on va miser aussi beaucoup sur les quartiers, parce qu'il a été fait énormément de choses sur le centre-ville, avec la belle carte postale que l'on connaît, certains diront même de parcs d'attractions, et des Rochelais qui ne viennent plus sur ce centre-ville, considérant, comme je viens de vous le dire, que cette ville n'est plus faite pour eux. Ça, c'est une grande question. Je pense que l'éducation, justement, a une grande part à faire. Je connais les difficultés des enseignants sur cette question. Je pense qu'il y a une vraie nécessité à la fois de la part des parents. Je pense que la collectivité aussi a son rôle à jouer, notamment en matière de rappel d'une chose essentielle qui est la laïcité, cette possibilité de croire et de ne pas croire. La laïcité n'est pas contre les religions, elle est juste là pour affirmer la République. La laïcité avec ses trois principes fondamentaux que sont l'égalité, la fraternité et la liberté. Déjà vous dire que le tissu associatif à La Rochelle, et vous le savez, c'est une force incroyable. Il y a près de 1000 associations à La Rochelle. Notre ville est connue pour cet engagement bénévole, avec des salariés pour les plus grosses d'entre elles, mais un engagement bénévole et avec une générosité aussi. Vous savez, il y avait le slogan La Rochelle belle et rebelle, et il y avait aussi ce slogan belle et généreuse. Elle est véritablement généreuse et on peut vraiment se féliciter de cette générosité, de cet engagement des associations. Nous avons cette volonté de les accompagner au mieux. J'ai souvent, pour l'avoir vécu moi-même en tant que bénévole d'association, qu'aujourd'hui, les associations passent beaucoup trop de temps à remplir
des tableurs Excel, à remplir des dossiers administratifs, à rendre des comptes. Oui, bien évidemment, il y a de l'argent public, mais beaucoup d'associations m'ont dit on ne nous fait plus confiance. Et je crois que une collectivité, en l'occurrence la ville de La Rochelle, ne pourrait pas faire ce que font toutes les associations. Sans les associations, une collectivité ne pourrait pas rendre le service que rendent les associations. Donc nous souhaitons aussi exprimer notre totale confiance. C'est un sujet, j'ai envie de vous dire, très personnel. J'en parle très peu, mais je vais vous le dire. Mon papa est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ma maman, elle est dente. Elle est les dentes, hein, et j'ai eu beaucoup de crainte à un moment donné que les dentes partent avant le malade. Parce que c'est extrêmement pénible. Hein. C'est une inquiétude 24 heures sur 24. C'est des sollicitations 24 heures sur 24. C'est même extrêmement compliqué de le formaliser par des mots de ce que peuvent vivre les aidants quand il s'agit de sa propre famille, parce qu'on voit, on voit la personne que l'on aime, un proche, hein, partir dans un autre monde, hein, avec aussi le déni de ma maman qui ne reconnaît pas mon papa, parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement dynamique, sportif, intellectuellement intéressé par tous les sujets de société, et donc on ne le reconnaît plus, c'est une autre personne. Et cet aidant subit tout ça, à la fois l'aide physique, hein, et l'aide morale. Je pense que c'est un sujet sur lequel il faudra se pencher véritablement et avec une grande force, hein, parce que les aidants sont aussi dans une situation extrêmement difficile. Ça, c'est aussi un sujet extrêmement douloureux de voir ces enfants ballottés, qui auront forcément des difficultés dans leur vie, parce qu'à 18 ans en plus, hein, dès qu'ils ont 18 ans, la plupart, vous savez, on parle souvent des SDF à La Rochelle. Et la plupart sont issus de l'ASE, parce qu'ils ont atteint la majorité. Et on me dit, oui, non, mais pourquoi ils sont dans la rue, ils ont qu'à travailler. Mais quand on a subi pendant des années depuis la tendre enfance, hein, d'avoir été dans différentes familles, hein, certes, qui ont fait ce qu'elles ont pu, il y a quand même des cicatrices, hein, indélébiles chez ces jeunes, hein, qu'ils vont trimballer toute leur vie. Et quand on est un jeune adulte et à 18 ans, certes, on est majeur sur le papier. On est majeur sur le papier. Mais il y a des traumatismes qui ne s'effacent pas comme ça. Alors, ce n'est pas de la responsabilité de la collectivité ville de La Rochelle, hein. C'est plutôt du département. Mais je ne peux pas rester insensible. Hein. Ça fait partie des éléments programmatiques, hein, que nous portons fortement. Et je vous parlais tout à l'heure des quartiers, comment à un moment donné, il y a eu un plus grand croisement des Rochelais, d'aller dans un quartier vers un autre. Ça se fait principalement par les transports en commun, notamment pour les jeunes, de pouvoir aller d'un quartier à un autre parce que ils ont le droit à cette liberté. Tout le monde n'a pas un vélo, tout le monde n'a pas à 18 ans une voiture. C'est la raison pour laquelle on a décidé très très vite d'offrir la gratuité pour les jeunes dans les transports en commun, et puis de les faire revenir en ville. Je vous parlais d'une forme de fracture, oui, sociale. Et sur le constat, on peut être d'accord, hein, parce que je l'ai aussi entendu quand certaines personnes dans des quartiers m'ont dit cet après-midi, on va à La Rochelle. Mais vous habitez La Rochelle? Ben non, on habite tel ou tel quartier. On va à La Rochelle. Parlant du centre-ville. Donc vous voyez, cette fracture-là, aussi, elle n'est plus entendable pour nous. Je crois que ce qui fait la force de La Rochelle, en tout cas c'est ce qui m'a plu moi quand je suis arrivée à La Rochelle,
c'est cette diversité. Et on parlait de La Rochelle comme étant une ville populaire, hein, mais au bon sens du terme. Hein. Ne pas stigmatiser le quartier populaire comme étant les quartiers d'habitat collectif. Hein. Nous sommes une ville populaire dans sa diversité. J'ai entendu énormément de témoignages de part et d'autre sur plein de sujets. Je n'ai jamais entendu ce forme de ras-le-bol concernant cette manifestation. Je trouve que la manifestation restera toujours le symbole aussi de la démocratie et de l'expression de différents combats. En tout cas, non, c'est pas un sujet qui m'est revenu aux oreilles durant en tout cas cette campagne. Merci de me poser cette question. Il y a plus de 4500 familles monoparentales à La Rochelle, 3700 mamans et 800 papas qui ont différents problèmes, notamment le logement. Quand on élève ses enfants solo, trouver un logement, et quand on a un emploi, c'est extrêmement compliqué d'accompagner ces enfants. Donc nous entendons mettre un grand plan en répondant aux besoins et aux attentes des papas et des mamans solo. J'ai eu il n'y a pas très longtemps là aussi un témoignage d'une jeune femme qui a 2 enfants, 1 an et 5 ans, qui est séparée depuis 6 mois et qui vit dans un petit studio de 20 mètres carrés avec ses 2 enfants. Et qui en plus a du mal, ne peut pas répondre à différents emplois parce que les horaires sont décalés et que les crèches aujourd'hui, en tout cas dans très peu de cas, ne répondent aux horaires justement décalés. C'est double peine. Elle vit dans 20 mètres carrés, elle dort sur un canapé. Les enfants, 1 an, 5 ans, 20 mètres carrés. Et avec la difficulté de trouver un emploi qui puisse correspondre à ses besoins et aux gardes des enfants. Nous devons, nous, Ville de La Rochelle, prendre en compte ces situations. Et les 2 gros marqueurs, hein, c'est effectivement le logement et l'emploi. Et donc comment on les accompagne pour résoudre ne serait-ce que ces 2 sujets essentiels. Pas de toit, pas d'emploi. Pour introduire la prochaine question, je vais vous montrer un livre. Ah, Je vous le montre. je le connais par cœur. Les chemins ardus du bonheur. Pourquoi y a-t-il autant de listes de gauche à La Rochelle et êtes-vous aussi dans la lignée de Michel Crépeau? Je récupère pas Michel Crépeau parce que je l'ai peu connu. On s'est croisés plusieurs fois. Je suis arrivée à La Rochelle en 1995. Il est décédé en 1999. Je n'étais pas élue. Donc on s'est croisés. Forcément, en arrivant à La Rochelle, j'avais connaissance des politiques qui avaient été menées à La Rochelle parce que je m'intéressais à la politique. J'étais au Parti Socialiste. Hein. Des socialistes étaient dans son équipe municipale, dont Maxime Bonneau, qui a été son premier adjoint, hein, forcément que je connaissais bien. Donc je l'ai peu connu. Mais depuis, on m'a beaucoup raconté. J'ai beaucoup lu sur Michel Crépeau, comme j'ai beaucoup lu sur l'histoire de La Rochelle. Je crois qu'on a besoin aussi, quand on est élu et qu'on porte une ambition pour sa ville, hein, pour l'avenir de sa ville, hein, on a besoin de connaître son histoire. À la fois pour le présent et effectivement pour l'avenir. C'est quoi La Rochelle? C'est quoi les Rochelais? C'est quoi les Rochelaises? On a de grands épisodes hein, à La Rochelle. Joyeux et dramatiques. Et donc on a besoin de connaître tout ça. Michel Crépeau est un contemporain. Alors je ne vais pas remonter jusqu'à Richelieu, je ne vais pas remonter, mais y compris en Charente-Maritime, on a des grands personnages. Et c'est important pour moi, et j'adore l'histoire, parce qu'effectivement elle prépare aussi l'avenir. Et donc j'ai beaucoup lu sur la Charente-Maritime, hein, sur les grands hommes et les grandes femmes de Charente-Maritime, et en particulier sur l'histoire de La Rochelle. Donc forcément, Michel Crépeau, à la fois son humanisme, jusqu'à sa mort. Hein. Vous savez, à l'Assemblée nationale,
Il est décédé en défendant les petits épargnants. Les petits épargnants, le livret A. Vous voyez, donc ce cheminement intellectuel de ne pas avoir bougé de ligne politique pendant toute sa vie. Je me reconnais dans son humanisme, hein. Je me reconnais dans sa trajectoire et surtout, effectivement, de ne pas avoir changé de parti, d'amis, de complices à chaque élection. Je ne changerai pas. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux aussi, hein, elles peuvent voir et avoir aussi des modèles. Donc, j'aimerais bien qu'elles puissent regarder peut-être davantage des femmes et des hommes politiques et de regarder la politique peut-être plus que des influenceuses qui vont vanter tel ou tel produit ou telle tendance. Comme moi, j'ai eu effectivement des femmes et des hommes politiques, hein, qui m'ont impressionné de par leurs convictions profondes. J'espère que des petites filles aussi peuvent... On a toujours une forme de modèle, hein, de mentor, de se dire oh, je suis admirative, hein, de telle ou telle personne. Et donc j'espère que les petites filles pourront s'inspirer de certaines femmes aussi et de dire j'ai envie de faire comme elles, hein, j'ai envie de servir, j'ai envie d'être utile, hein, j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie de donner un sens à ma vie. Ce dernier engagement, en ce qui me concerne, hein, c'est d'aller justement tout au bout de mon engagement, de pouvoir aussi embarquer dans mon équipe avec les colistiers. Il y a beaucoup de jeunes, puisque là aussi il y a 3 générations. Vous parlez des Franco tout à l'heure avec 3 générations. Sur ma liste, il y a 3 générations. Ça va de 20 ans jusqu'à 73 ans. Et donc, c'est comment les plus expérimentés vont transmettre à leur tour, hein, à la fois une expérience, à la fois des convictions, de ne rien lâcher. Dire, c'est toujours possible. C'est toujours possible. On commence par dire, oui, ça va être compliqué, mais on va essayer et on va le faire. À 3 jours du premier tour, je ne répondrai pas à votre question. Non pas parce que je ne veux pas répondre à la question, c'est que je connais trop bien la politique, hein, et qu'il y a eu un certain nombre d'échéances électorales où certains ont oublié le premier tour et ont pensé uniquement au deuxième. Merci beaucoup Marilyn Simonet. Merci à vous.